Bonjour à tous. Alors en fait, je me suis aperçu que je vous avais jamais fait le corrigé du DM sur le sophiste comme dresseur, parce qu'en fait j'ai fait une autre vidéo sur le même texte et j'ai un peu confondu les deux. Mais comme votre épreuve n'était pas exactement la même, je vais quand même, je vais essayer de la faire aujourd'hui. Voilà, alors je vais vite fait vous relire le texte, vous devez plus l'avoir trop en tête, c'était il y a longtemps. Alors tous ces particuliers mercenaires, que le peuple appelle sophistes et regarde comme ses rivaux, n'enseignent pas d'autre maxime que celle que le peuple lui-même professe dans ses assemblées, et c'est ça qu'ils appellent sagesse. On dirait un homme qui, après avoir observé les mouvements instinctifs et les appétits d'un animal grand et robuste, par où il faut l'approcher et par où le toucher, quand et pourquoi il s'irrite ou s'apaise, quel cri il a coutume de pousser en chaque occasion et quel ton de voix l'adoucit ou l'effarouche, après avoir appris tout cela par une longue expérience, l'appellerait sagesse, et l'ayant systématisé en une sorte d'art, se mettrait à l'enseigner, bien qu'il ne sache vraiment ce qui, de ses habitudes et de ses appétits, est beau ou laid, bon ou mauvais, juste ou injuste, se conformant dans l'emploi de ces termes aux instincts du grand animal, appelant bon ce qui le réjouit, et mauvais ce qui l'importune, sans pouvoir légitimer autrement ses qualifications. Un tel homme, par Zeus, ne te semblerait-il pas un étrange éducateur? Certes, dit-il. Eh bien, quelle différence y a-t-il entre cet homme et celui qui fait consister la sagesse à connaître les sentiments et les goûts d'une multitude composée de gens de toutes sortes, qu'il s'agisse de peinture, de musique ou de politique? Alors, je vous avais donc posé comme question comment est-ce que Socrate remet en cause l'idée même d'un art de la parole? Alors, j'attendais pas forcément énormément d'éléments, mais il me semble que voilà, une petite définition du sophiste, puisque c'était ce dont il était question ici, hein, à la ligne 2, on le voyait. Évidemment, une définition de l'art de la parole, c'était quelque chose sur lequel j'avais beaucoup insisté. Peut-être aussi, voilà, une idée de ce que c'était la séduction. Oh, voilà, c'était quand même bien de connaître hein, l'idée de enfin, les définitions des chapitres. Hein, enfin, des mots, des chapitres, des titres, hein, les séductions de la parole, l'art de la parole et l'autorité de la parole. Bon, ici, on avait peut-être moins besoin d'utiliser l'idée d'autorité, quoique c'était tout à fait possible de le mettre en avant. Alors, je vous ai fait une petite introduction pour vous montrer. Bon, j'ai accepté beaucoup de choses, hein, mais je pense qu'il y a moyen de raffiner un tout petit peu. C'était assez difficile à faire, hein, je ne vous le cache pas, mais vous pouviez vraiment problématiser ça et montrer que, alors même que c'est une question comment, on pouvait retrouver une forme d'opposition. Alors, les sophistes se définissent comme des maîtres de la parole. Ils prétendent enseigner cet art de conduire la foule par la persuasion, moyennant un bon prix. C'est comme ça qu'ils se définissent. Et il semble que ce titre n'est pas usurpé, hein, puisqu'ils sont très efficaces quand il s'agit de manipuler l'opinion ou de trouver de riches disciples. Alors, si une chose est bien sûre, c'est que Socrate ne se prive pas de les critiquer. Et il remet effectivement en cause leur prétendu art de la parole. Mais le sophiste est cependant un poisson difficile à pêcher, et la critique n'est pas si aisée, et il sent même qu'elle soit impossible. Alors pourquoi? Alors en effet, si on critique l'art de la parole parce qu'il est dangereux, c'est une première façon de remettre en cause l'art de la parole, hein, c'est un art qui est dangereux qu'il ne faudrait pas utiliser, ben ça implique que le sophiste, au fond, possède une véritable maîtrise de sa pratique et qu'il est à prendre au sérieux, hein. Il est d'autant plus puissant, d'autant plus dangereux qu'il maîtrise bien la parole, qu'il maîtrise bien l'art de la parole. Et donc la dangerosité de l'art de la parole est liée à cette maîtrise, hein. Et du coup, bah, il est tout sauf un charlatan ou un escroc, et en ce sens, il est innocent, il enseigne bien ce qu'il prétend enseigner. Alors si par contre, on veut révéler le sophiste pour ce qu'il est, et pour le charlatan qu'il est vraiment, hein, si on veut montrer qu'il ne possède au fond qu'une contrefaçon d'art, et alors bah, on a du mal à rendre compte du réel danger de sa pratique. Et s'il n'est pas innocent, sa pratique est bénigne et à peine digne d'intérêt. Donc on voit qu'ici, il y a deux façons de dire qu'on remet en cause de la parole. Soit on dit c'est un vrai art et c'est pas bien, soit on dit au fond c'est pas un art du tout. Et on voit bien ici qu'on est pris entre deux feux du coup, parce que soit il y a bien un art de la parole et il est dangereux parce que c'est un art, soit cet art est une illusion d'art, c'est un rien du tout, c'est du bricolage, et on voit pas bien d'où il tirerait sa puissance et pourquoi il mériterait qu'on s'y intéresse. Et alors, du coup, comment la question qui se pose, et c'est ce que parce que Socrate semble faire les 2 trucs en même temps, dire que c'est à la fois pas un art et que en même temps c'est dangereux, comment est-ce qu'il peut prouver le danger de l'art de la parole et en même temps sa vanité? Au fond, ce qu'il se demande, c'est pourquoi est-ce que enfin, peut-on être à la fois un maître et un charlatan? Voilà, c'est donc ça l'opposition ici que je pensais, très intéressante à retrouver,
hein, c'est comment est-ce que quelque chose qui n'est pas un art véritable pourrait être puissant quand même? Alors que précisément, ce qui donne de la puissance à quelque chose, c'est sa maîtrise, c'est le fait que ce soit une technique ou un art véritable. Alors évidemment, vous avez été beaucoup à réemployer, des problématiques qu'on a utilisées plus tôt dans l'année, hein, en se demandant par exemple, en retournant un peu, Socrate contre lui-même et en lui disant: «Mais comment est-ce que Socrate, qui au fond ne fait que parler, pourrait critiquer l'art de la parole? Est-ce qu'il tombe pas lui-même dans le défaut qu'il est en train de dénoncer?» Alors c'était intéressant et vous pouviez le mentionner à la fin, mais par contre je pense pas que c'était vraiment le cœur du problème. Alors voilà la proposition de plan que je vous ai fait. Alors j'ai fait évidemment un truc beaucoup plus développé que ce que vous devriez faire, dans vos travaux, hein, mais bon, voilà, c'est à ça que ça ressemble une grande disserte en terminale et puis, bah, la terminale, c'est pour bientôt et du coup, ça vous donne un petit exemple. Alors d'abord, c'est un art qui est dangereux. Pourquoi? Parce que, enfin, c'est la première thèse qu'on va défendre, c'est que l'art de la parole est dangereux, et l'art de la parole est dangereux parce que c'est un art justement. Il est d'autant plus dangereux qu'il est bien maîtrisé. Hem Alors d'abord, il y a une vraie connaissance de la manipulation et c'est ça qui rend le sophiste puissant. Alors on peut avoir l'impression en effet que l'art de la parole est une vraie technique, hein, parce que, elle est appuyée sur un vrai savoir. Le sophiste dans le texte, on dit: «Il a bien observé la bête qui est le peuple, hein, il l'a observé avec attention, de façon répétée, hein, et la bête elle-même présente un comportement assez structuré et répétitif», hein. Il a même systématisé ses observations en faisant des règles générales et il s'est entraîné à les mettre, à les mettre en pratique et un peu comme un dresseur ou un dompteur. On a donc une technique, un art, hein, et alors on rappelle que ici c'est, le même terme, art c'est la traduction latine, techné c'est la traduction grecque du même mot, hein, techné, en grec et ars en latin qui, voilà, qui signifie, ben, la capacité à mettre en relation rationnellement une cause et son effet pour produire un effet, désiré, prévu à l'avance et de façon nécessaire, hein, voilà, alors c'est ça une technique, hein, le boulanger, il réussit sa baguette de pain tous les matins parce qu'il possède la technique de la boulangerie, hein. Il a la connaissance de ce que c'est que le pain et à partir de cette connaissance, il est capable d'en déduire une recette qui marche à tous les coups. Alors, donc la technique repose forcément sur la science de son objet, hein. Si on sait maîtriser quelque chose, c'est parce qu'on connaît l'objet qu'on maîtrise. En l'occurrence, ici, la science, du sophisme, c'est au fond une science de l'homme. On pourrait dire la psychologie des foules et une certaine connaissance de l'écriture du discours, hein. Il maîtrise l'éloquence, la grammaire, le style, hein, et on pouvait rappeler ici les 5 qualités, de l'orateur, hein, c'était une bonne façon de placer ses connaissances, hein, l'invention, la disposition, l'éloquence, l'action et la mémoire. Alors on avait défini aussi autrement la technique, c'est un tout petit rappel, hein, vous savez la technique, c'est ce qui se distingue du bricolage et du savoir théorique, hein. Dans la technique, il y a bien une connaissance théorique, mais elle ne se limite pas à la théorie, elle passe aussi à la pratique et à la pratique productive en général, hein. Il y a une production. On n'est pas que dans les maths, on est dans les maths appliquées si vous voulez. Mais c'est pas non plus du bricolage, parce qu'on ne fait pas avec du brick et de broc, on n'improvise pas, hein, on organise à l'avance et rationnellement les moyens qui nous permettront d'arriver nécessairement à la fin qu'on a désirée. Voilà une bonne définition de la technique. Alors, deuxième argument qu'on pouvait donner pour dire que le sophisme était vraiment dangereux et d'autant plus dangereux que son pouvoir reposait sur une maîtrise réelle, hein, c'est que bah, il prétend enseigner l'art de la parole grâce auquel le citoyen athénien deviendra vertueux. Sauf que évidemment, eh ben, c'est un mensonge et c'est de là que vient le danger. Le but de sa pratique a jamais été la vérité, mais seulement de gagner le pouvoir. Et il est prêt à dire n'importe quoi pour cela, c'est un menteur. Et justement, son art, c'est au fond un art du mensonge. Et deuxièmement, il veut se faire apprécier pour séduire et persuader, hein, en jouant avec les institutions démocratiques qui donnent une grande place à la parole. Donc ça, vous pouviez rappeler, hein, la Boulée, l'Ecclésia, etc. Où finalement, ce sont les orateurs qui ont le pouvoir parce que ils réussissent voilà, ils jouent pas sur leur simple autorité, ni sur la force, mais ils utilisent la persuasion ou la séduction pour arriver là où ils veulent. Et c'est bien, au fond, une authentique puissance en démocratie et une puissance qui est utilisée à des fins égoïstes, à des fins intéressées. Alors, on se rappelle, hein, de la distinction entre persuader et convaincre, non pas seulement avec les sentiments et avec la raison, mais persuader, c'est faire désirer qu'une chose soit vraie, hein, c'est ça, persuader, et convaincre, c'est expliquer pourquoi elle est vraie. Et séduire, hein, c'est un mot qu'on avait vu aussi, vous vous rappelez, c'est conduire, hein, doucere, conduire à soi, plutôt que vers la chose elle-même, hein, si vous voulez.
Alors, troisième argument qu'on pouvait donner, c'est aussi que le sophiste est dangereux parce qu'il donne une technique authentique et une technique d'autant plus puissante que c'est une vraie technique, mais il la donne simplement comme technique, sans s'intéresser à qui va l'utiliser, à comment il va l'utiliser. Au fond, il donne un moyen très puissant à des gens qui n'ont jamais réfléchi à la fin pour laquelle ils vont utiliser ce moyen. Hein, c'est comme si on donnait un bazooka à un enfant de 5 ans en disant: «Mais moi j'ai rien fait, j'ai juste donné la technique». L'enfant de 5 ans, après, il avait qu'à être responsable. Alors, il travaille pour l'argent et du coup, il est capable de mettre son talent au service de n'importe qui pourvu que la paye soit bonne. Hein, il n'a donc que faire de qui utilisera ces techniques de manipulation. C'est un mercenaire qui, au fond, est avide. Il dit un mercenaire, hein, celui qui paye, enfin, c'est celui qui travaille pour de l'argent, celui qui peut payer le mieux, indépendamment de qui il est ou de ce qu'il veut. Et du coup, il est un peu cynique et irresponsable. Hein, irresponsable parce que il donne un truc dangereux à quelqu'un dont il ne s'est pas assuré de la qualité des intentions, de la bonté des intentions, et cynique parce qu'au fond, il sait bien que, au fond, il suppose que tous les hommes ont de mauvaises intentions et que bah, du coup, dans ces cas-là, il faut en profiter en étant soi-même mauvais et en abusant de la naïveté des gens. Alors du coup, il n'accompagne pas son enseignement d'une réflexion sur le but de la manipulation, il se contente de regarder comment pardon, se comporte le peuple pour pouvoir en tirer un avantage. Et ce qu'il appelle vertu, qui en principe devrait signifier excellence et même excellence morale, au fond, il le réduit à une maîtrise de la manipulation. Être vertueux, c'est bien savoir manipuler. C'est être excellent dans l'art de manipulation. Et donc, c'est tout le contraire de ce qu'on pourrait attendre du comportement réellement vertueux. Donc, non pas bien agir, mais agir ou agir selon un but bon, mais bien savoir mettre des moyens au service de ses fins, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors, petite transition, on pourrait leur dire: «OK, mais du coup, dans ce cas-là, le sophiste, il est innocent, car il vend pas un faux produit, c'est pas un escroc. Il enseigne exactement ce qu'il prétend et s'en nie, à savoir un art de la manipulation». Au fond, il n'escroque personne et si quelqu'un est irresponsable, ce sont plutôt les Athéniens qui sont complices de ce type de pratique, voire qui l'appellent de leur vœu, du fait de la nature de leurs institutions. Hein, ils s'en servent et pour s'en servir à des fins mauvaises et égoïstes. Le sophiste, au fond, n'est qu'une émanation de la volonté des Athéniens. Si le sophiste est apparu, c'est bien parce que les Athéniens étaient prêts à accepter des institutions telles que celui qui parle le mieux, celui qui flatte le mieux réussira à arriver à ses fins. Le sophiste, lui, ne fait qu'enseigner une technique et d'ailleurs lui-même ne la met pas en pratique pour arriver au pouvoir. Il ne fait que chercher des disciples. C'est un enseignant. Alors, on va maintenant critiquer ça, et ça c'est vraiment l'originalité du texte de Socrate ici, c'est vraiment ça sa thèse. Enfin, c'est pas que c'est faux ce que j'ai dit avant, hein, Socrate serait, je pense, d'accord avec ce qui a été dit précédemment, mais l'originalité du texte, c'était de dire que l'art du sophiste n'était pas un art véritable, mais plutôt du bricolage. C'était pas une vraie technique. Alors pourquoi? Bah parce que pour qu'une technique en soit une, il faut qu'elle s'appuie sur la connaissance de la nature de son objet. Un luthier est bon parce qu'il sait ce que doit être un violon bien fait, un bon violon. Et le sophiste prétend avoir une vraie science de ce dont il parle et être capable de l'utiliser pour persuader celui à qui il parle. La stratégie de Socrate consiste à dire que le sophiste, en fait, ne peut pas avoir un savoir réel de son objet. Alors, ça va être le premier point. L'objet qu'il étudie n'est pas susceptible d'une vraie connaissance. Pourquoi? Parce que ce qu'ils connaissent, les sophistes, c'est pas la nature de la chose dont ils parlent. Par exemple, est-ce que la guerre qu'on veut mener est bonne ou non? Qu'est-ce que c'est que le bien? Est-ce que la personne qu'on est en train de juger, elle est coupable ou innocente? Est-ce que le procès a été bien fait? Est-ce que les institutions sont bonnes? Est-ce que Hélène est coupable, etc. Euh, la question, c'est quelle est l'opinion qu'en a le public? Hein. Non pas qu'est-ce qu'il en est en vérité, mais comment la foule s'imagine être la chose. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de comprendre comment les gens se représentent les choses et pas du tout de savoir ce qu'elles sont vraiment. Or, il est impossible d'avoir un savoir véritable des opinions populaires. Pourquoi? Parce qu'elles sont fonction du plaisir et de la peine des gens. Il faut les deviner, elles sont liées à leurs sentiments. Euh, ces idées-là, c'est du subjectif. Et donc, ça change selon les personnes et les moments. Or, le savoir, au contraire, est toujours stable, identique à lui-même. Un triangle, il n'a pas trois côtés un jour et quatre le lendemain. On peut rien connaître de ce qui ne cesse de changer ou de ce qui est susceptible de changer, de ce qui relève de l'impression des gens, l'impression que fait une chose sur les gens,
voilà, on ne peut pas en savoir un savoir véritable. Ce qui est objectif, c'est ce qu'est la chose elle-même. Alors ainsi, la psychologie des foules, la connaissance de l'effet d'un discours sur celui qui écoute et sur laquelle repose l'art de la parole, ne peut pas être une science. Deuxième point, c'est que la méthode qu'emploie le sophiste pour fabriquer sa science, hein, de la psychologie des foules, au fond, on ne repose que sur l'observation et non pas sur une connaissance de la nature de l'esprit. Puis euh, Socrate le dit. Il dit, voilà, qu'est-ce qu'il fait, le sophiste? Après, voilà, il fait quoi? Il approche, après avoir observé les mouvements instinctifs et les appétits d'un grand animal, qui est donc le peuple, hein, la foule, par où il faut l'approcher, le toucher, quand et pourquoi il s'irrite et s'apaise, etc. Quel cri il a coutume de pousser, machin. Après avoir appris tout ça par une longue expérience, l'appellerait sagesse. Alors, vous voyez ici, on a la méthode qu'on place au vice, c'est l'observation répétée, hein, c'est ce qu'on a dit. Euh, oui, sauf que l'observation ne dévoilera jamais qu'une certaine régularité dans le réel. D'habitude, le peuple se comporte comme ça. En général, le peuple se comporte comme ça. Ou on n'a jamais vu le peuple se comporter autrement. Sauf que ça ne veut pas dire que c'est impossible, que le peuple ne changera pas, ne se comportera pas autrement. L'observation ne peut révéler que des régularités et pas une universalité. C'est-à-dire, c'est vrai tout le temps sans exception possible. C'est un peu comme un effet de mode. Hein, évidemment, la plupart des gens sont souvent d'accord avec l'effet de mode. Ils valorisent telle ou telle chose selon la mode. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord ou que ça ne peut pas changer. Autrement dit, tout savoir tiré de l'expérience, au fond, est un savoir et un pseudo-savoir parce que c'est un savoir qui est que contingent, qui n'est pas un savoir certain, puisque l'exception reste possible. Enfin, troisième argument, et je pense que c'est ce qu'on peut c'est l'accusation la plus forte, hein, ici de Socrate sur la critique de l'art de la parole comme art. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont appris, les sophistes? Mais ils ont appris ce qui fait plaisir, dans quelles circonstances la foule éprouve du plaisir et de la colère. Mais ça ne nous dit pas quelle est la raison d'être de ce plaisir. Si ce qui fait plaisir, c'est un bien réel ou un bien seulement apparent. Parce que le plaisir, c'est simplement un signe extérieur, tant du vrai bien que de ce qu'on croit être un bien. Par exemple, ça nous fait autant plaisir de plus avoir faim que d'être gourmand. Alors qu'on sait bien que dans le cas de la gourmandise, on n'est pas forcément en train de réaliser notre bien réel mais qu'on se fait juste plaisir et que ça peut même nous faire mal plus tard si on mange trop. Alors que dans la satiété, bah voilà, on a bien mangé, c'est le plaisir, là en l'occurrence, c'était signe d'un bien réel qu'on donnait à notre corps. Et le problème, c'est que bah, le sophiste, il dit bah, tous les plaisirs se valent. Hein. Il désigne comme beau ce qui fait plaisir et laid ce qui met la foule en colère. Alors qu'en fait, il devrait appeler beau ce qui est bon pour la foule et laid ce qui est mauvais pour elle. Euh, et non pas l'inverse. Au fond, il confond l'effet et la cause. Il dit si ça fait plaisir, c'est que c'est bon, alors qu'en fait, ce qui fait plaisir peut parfois être mauvais. L'argument dans le bon ordre, c'est ce qui est bon fait plaisir. Et ce qui est mauvais produit de la douleur à long terme. Et donc, Gorgias, un sophiste célèbre, hein, enfin un rhéteur célèbre, donne cet exemple. Il dit moi, je suis un médecin plus efficace que mon frère qui est vraiment médecin parce que, voilà, moi, je suis capable de faire avaler les médicaments, les médicaments aux malades en les faisant passer pour des friandises. Évidemment, c'est toujours plus facile de faire avaler à un enfant une friandise qu'un médicament amer, même si c'est le médicament amer qui est bon pour lui. Voilà. Donc, le sophiste sait ce qui fait plaisir, mais au fond, il ne sait pas pourquoi il y a du plaisir. Il ne connaît pas la raison d'être du plaisir. Hein. Et il l'assimile par ignorance ou manipulation au bien réel du corps ou de l'esprit, alors que finalement le plaisir est simplement le signe de l'impression d'un bien réel ou illusoire. Or, ce caractère réel ou illusoire, il est bien incapable de le distinguer. Donc ici, ce qui est important, et c'est ce que dit vraiment Socrate là, dans la fin du texte, ici, là, c'est que il ne sait pas vraiment, voilà, il a systématisé un, se mettre à lancer, bien qu'il ne sache vraiment ce qui, de ses habitudes ou de ses appétits, est beau ou laid, bon ou mauvais, juste ou injuste, se conformant dans l'emploi de ces termes aux instincts du grand animal, appelant bon ce qui le réjouit, mauvais ce qui l'importune, sans pouvoir légitimer autrement ses qualifications. Donc il ne dit pas, euh, enfin, c'est bon parce que ça rend meilleur. Il dit c'est bon parce que tu le dis, ça te fait plaisir donc c'est bon, et non pas c'est bon et donc ça te fera sans doute plaisir parce que finalement, même si sur le coup peut-être ça peut être douloureux de faire un régime, peut-être de bonbons, ben peut-être que demain tu auras plus mal au ventre et que ça te produira un plaisir plus durable.
Alors, conclusion de ce point-là, bah, le sophiste, du coup, on peut dire qu'il est impuissant en ce sens, puisqu'il ne fait jamais que ce que le peuple veut. Il ne le manipule pas vraiment, parce que il ne fait que tirer avantage du fait de savoir ce que le peuple veut. Par contre, il ne peut pas vraiment s'opposer au peuple, car flatter, en un sens, c'est toujours aller dans le sens de l'autre. Alors, vous voyez, le problème, c'est que la technique du sophiste, enfin, la non-technique du sophiste, hein, du coup, elle a ses limites. Elle a ses limites parce qu'elle n'est que flatterie et que toute flatterie, finalement, enfin, n'est que soumission à celui qu'on flatte, hein. Au fond, le sophiste, c'est quelqu'un qui est soumis à l'opinion du peuple. C'est pas quelqu'un qui maîtrise quelque chose. Alors, donc on arrive à ce point-là, c'est que du coup, bah, c'est pas vraiment un art. Et au fond, il maîtrise pas grand-chose, ce sophiste, et finalement, c'est pas lui vraiment la cause du danger. Et du coup, on se demande bien pourquoi on s'est intéressé au sophiste. Alors, voilà la réponse de Socrate, c'est que le problème de la flatterie, c'est que ça encourage à persévérer dans un comportement toxique. Qu'est-ce qu'ils enseignent, les sophistes? Non pas un savoir nouveau, mais un ensemble de préjugés, les opinions populaires, bien présentées et qui ont un impact émotionnel sur celui qui l'entend. Ils enseignent ce que le peuple croit déjà, en particulier sur les questions morales. Hein. Il dit ici, hein, dans le texte, n'enseigne pas d'autres maximes que celles que le peuple lui-même professe. Une maxime, c'est une espèce de règle morale. Hein, c'est un précepte moral, si vous voulez. Ça vient de... Bon, peu importe. Mais alors, s'ils vont dans le sens des préjugés populaires, au fond, ils disent des platitudes. Alors, le mystère, c'est comment ça se fait qu'ils parviennent à passer pour des gens extrêmement savants, extrêmement intelligents, extrêmement puissants, alors qu'au fond, il faut que répéter ce que le peuple dit déjà. Pourquoi le peuple n'a pas l'impression de perdre son temps, et même qu'il a tout le contraire, il est capable de payer des fortunes pour recevoir l'enseignement du sophiste? Eh bien, parce que, dit Platon, les sophistes appellent sagesse ces opinions populaires, et ils valorisent ces préjugés. Or, on sait bien que les gens aiment moins apprendre que se croire savant et être reconnu savant. À l'école, il y a un des grands paradoxes de l'école, c'est que, au fond, en classe, on n'aime pas tant apprendre quelque chose, c'est-à-dire se reconnaître comme ignorant et puis développer un savoir, que être pris en flagrant délit de connaissance par le professeur. Quelle plus grande joie il y a, voilà, le prof il pose une question et en fait on connaît déjà la réponse. Et là on a l'impression que du coup c'est bien, c'est ça le travail de l'école. Mais en fait, ça veut dire qu'on n'a rien appris. Et ça veut dire qu'on n'avait pas besoin d'y aller si on connaissait déjà la réponse. Et vous voyez qu'il y a une espèce de contradiction ici dans le phénomène de l'apprentissage. C'est que bah, pour apprendre, il faut d'abord se reconnaître comme ignorant et c'est pas si agréable que ça. Ainsi, le sophiste, en flattant et en apprenant à ses élèves à flatter, ne fait qu'encourager le peuple à continuer à confondre le plaisir et le bien, pour pouvoir continuer à être écouté par lui. Le sophiste fait passer un savoir portant sur la forme pour un savoir portant sur le fond. C'est le deuxième gros argument. Alors, Socrate n'est pas idiot et les sophistes non plus. Socrate sait que les sophistes sont pas idiots. Les sophistes maîtrisent l'éloquence, les figures de style, la grammaire, etc. Oui. Il y a une maîtrise de la langue, une maîtrise du corps, il connaît un peu, il a des connaissances en psychologie populaire, même si à proprement parler, c'est pas une science, hein, mais il y a plus un ensemble de recettes. Et s'il ne connaît rien de ce dont il parle, il a quand même une bonne idée de l'effet que ça produit sur ceux qui écoutent. Donc, c'est pas un triple idiot, le sophiste. Et Socrate n'est pas naïf, il le sait. Alors, si Socrate n'a nie pas cela, il accuse cependant les sophistes de faire passer cette connaissance de la présentation des choses pour une connaissance des choses elles-mêmes. Et c'est ça le vrai danger, c'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça que l'art de la parole est à la fois pas vraiment un art, mais que c'est en même temps un réel danger à prendre en compte. Parce que là où l'art de la parole est extrêmement dangereux, c'est qu'il se fait oublier. Il se fait non seulement oublier parce qu'il se fait passer pour une connaissance de ce à propos de quoi le discours se tient, mais il se fait aussi oublier comme art. Parce que celui qui maîtrise bien l'art de la parole, on n'a pas l'impression qu'il utilise une technique particulière. On a l'impression que c'est naturel et fluide. Je vais rajouter un. Celui qui parle bien parle avec naturel. Et vous voyez, on n'a pas l'impression que c'est forcé, que c'est une astuce. Hein. On croit qu'on connaît ce dont on parle, alors que en fait, ce qu'on connaît, c'est la façon de bien en parler. Hein. Le sophiste réussit à faire confondre savoir parler et connaître ce dont on parle. Et au fond, c'est l'art de la parole qui nous en donne l'illusion. Le vrai danger, c'est de croire que l'art de la parole nous rendra polymathes. C'est-à-dire poly, plusieurs, maths, savoir, plusieurs connaissances. Polymath, c'est celui qui connaît plein de choses. On posera l'art de toute chose en possédant l'art de la parole. Donc ça, je pense que c'est enfin, voilà, ici la critique principale et fondamentale de la sophistique hein, chez Platon.
Alors est-ce que, donc je vais répondre quand même à un truc dont vous avez beaucoup parlé. Est-ce que Socrate échappe à cette critique? Alors c'est vrai qu'il utilise la parole, mais lui, et il l'utilise d'ailleurs aussi avec un certain art. On ne peut pas dire qu'il est naïf dans les effets de son discours, hein, on l'a vu en traitant l'apologie. Mais il s'appuie sur une quête de la vérité, c'est ça la grande différence. Il y a bien un art de la parole, mais celui-ci consiste à rechercher la vérité à l'aide du discours pour la faire comprendre à celui avec qui on dialogue. Plus exactement, il y a un art de la recherche de la vérité qui suppose un certain usage réglé de la parole, mais une parole qui ne s'oublie pas comme parole, qui se confond pas avec ce dont elle parle et qui accepte la contradiction, qui accepte, enfin, qui est critique vis-à-vis d'elle-même, qui essaye pas de prendre les mots pour la chose, hein, et qui se souvient que la parole a des effets et a des effets puissants sur la croyance. Maîtriser la parole pour elle-même, pour Socrate, n'a aucun sens. Euh, Par contre, la maîtriser pour faire ressortir la vérité de l'objet dont on parle, là, aucun problème. Et c'est évidemment en ce sens-là qu'on peut dire que, il y a peut-être un art de la parole, mais qui est d'abord un art de la vérité. Plus exactement, il n'y a d'art de la parole que pour autant qu'il y a un art de la vérité. Sinon, c'est un pseudo-art comme il le fait voir ici. Alors, en conclusion, donc le sophiste, c'est un dresseur, hein, c'est ça que montre ce texte, et son tour de force consiste à faire croire qu'un dresseur est un bon éducateur. Non seulement son art n'en est pas un, ou plutôt n'est pas l'art de l'objet qu'il prétend, mais il fait même exactement le contraire de ce qu'il prétend. Au lieu d'émanciper, parce que le sophiste prétend quand même éduquer le citoyen, être un citoyen vertueux, efficace et même voilà, important pour la cité, mais en fait, à l'inverse, il l'asservit. Il n'émancipe pas celui qui l'apprend, mais il l'asservit. Le problème, c'est que quand on est bien dressé, on pense qu'on est bien éduqué. Et on ne se rend pas compte, on confond le dressage et l'éducation. Quel lion n'aime pas son dompteur? Quand on est bien dressé, on a l'impression qu'on fait tout librement, et alors qu'en fait, on ne fait que tout par conditionnement. Ainsi, Socrate remet bien en cause l'idée que l'art de la parole soit un art, parce qu'aucune connaissance oratoire ne rendra savant sur les choses dont on parle. Or, cela devrait être la véritable norme du discours, hein, savoir ce dont on parle. Mais il réussit à maintenir l'idée qu'elle enferme un danger bien réel parce qu'il réussit à se faire passer pour un art, hein. Donc on a ici hein, ce double truc que Socrate réussit à conserver. D'un côté, effectivement, l'art de la parole n'est pas un art véritable, mais il a pourtant une puissance réelle, une puissance d'illusion réelle en ce qu'il voilà, en ce qu'il déplace l'objet de son enseignement. Voilà, bah, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ce texte si vous avez pas tout compris sur la question. À bientôt.